Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette matinale de la recherche. Donc le thème que nous avons choisi aujourd'hui est celui de la rationalité du consommateur. Alors c'est vrai que c'est un thème qui est très très largement débattu et depuis très longtemps en économie et en management, voire en sociologie. Pierre Bourdieu s'est intéressé à cette question, Keynes, Herbert Simon et plus récemment Daniel Kahneman, qui est un psychologue qui en fait a eu le prix Nobel d'économie et qui s'est intéressé à ce sujet en montrant en particulier que la façon dont un problème est posé pouvait entraîner des réponses complètement différentes ou des comportements complètement différents de la part des agents et en particulier des intervenants sur les marchés financiers qui ont vocation ou que par tradition on considère comme tout à fait rationnel. Donc c'est un sujet qui est évidemment très intéressant, très large, très complexe. Alors ce matin nous allons en aborder une dimension particulière à travers donc le marketing et la publicité. Donc Sylvie va nous présenter cette thématique à travers de nombreuses expériences, de nombreuses expérimentations qu'elle a réalisées, et notamment dans le domaine de la publicité. Et comme je le disais, Jacques Rossi viendra nous présenter réagir et nous présenter son expérience en tant que dirigeante d'une entreprise que je lui laisserai présenter, mais que beaucoup de gens connaissent, mais que je laisserai présenter plus en détail par la suite. Donc merci de votre attention. Merci Monsieur Lacoste. Je vais juste vous préciser que ces présentations se feront sans être interrompues parce qu'on va garder au terme de ces présentations un espace d'échange. Il y aura des micros qui vont circuler, vous pourrez poser plein de questions parce que vous verrez, évidemment, ça va susciter votre curiosité. On est à peu près certain qu'il y aura beaucoup d'échanges et de questions. Donc, écoutez, on va laisser Sylvie se lancer. C'est parti pour 20 minutes, c'est ça? C'est ça, 21 en fait. Non, D'abord, un grand merci pour avoir été irrationnel ce matin, se lever si tôt pour parler de l'irrationalité du consommateur. Bravo. Donc, de nombreux penseurs ont remis en question, comme l'a évoqué Denis, la rationalité, la supposée rationalité de l'homme. Je cite Russell qui a dit « On m'a toujours dit que l'homme est un animal rationnel. Toute ma vie, j'ai cherché des preuves qui pouvaient conforter cette affirmation. » Comme l'a dit également Denis, tu m'as volé en fait mon intro, les économistes ont également largement contribué, démontré en fait que les décisions réalisées par les individus étaient éloignées de celles d'un homo economicus rationnel, lucide et calculateur. Globalement, l'homme manque de self-control, il prend des décisions en fait qui sont rapides, intuitives et rationnelles, qui sont basées sur ce qu'on appelle le système 1, qui prend le pas en fait sur le système 2, ce système 2 qui est plus lent, plus coûteux également, plus long. Alors, en marketing, les publicitaires n'ont pas eu besoin de lire Kahneman pour comprendre que le consommateur était irrationnel. La plupart des campagnes activent ce système 1 irrationnel. Donc, on a l'utilisation d'images hypersexualisées, l'extraordinaire ou encore l'art pour attirer l'attention. Système 1, tout de suite, qui est enclenché. L'utilisation de bébés ou de jeunes chiots également pour générer des réactions affectives positives qui vont être ensuite transférées vers la marque et le produit. Le problème, c'est que l'activation du système 1 peut parfois déclencher des émotions, peut avoir un impact négatif sur le bien-être du consommateur. Ça peut par exemple le pousser à acheter des produits dont il n'a pas besoin ou à consommer plus, trop, augmenter le matérialisme, avoir un impact sur des comportements alimentaires déviants ou des impacts, on va le voir, sur l'insatisfaction corporelle. Mon rôle de chercheur, c'est de comprendre en fait les mécanismes psychologiques sous-jacents qui peuvent expliquer ces comportements irrationnels, communiquer ensuite ces résultats de recherche auprès des entreprises pour qu'elles mettent en place un marketing plus éthique, plus responsable, et puis également auprès du grand public pour protéger les consommateurs les plus vulnérables. Donc c'est dans la tendance du nudge. Alors ce matin, je vais présenter deux exemples tirés de mes recherches qui illustrent en fait cette irrationalité, des comportements irrationnels du consommateur qui peuvent en plus avoir un impact négatif sur son bien-être. Les modèles féminins dans la publicité et le marketing genré.
Je vais commencer par les mannequins dans la publicité. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, les mannequins idéalisés sont très présents, aussi bien dans la publicité que dans les médias. Et ces mannequins, en fait, suscitent la controverse, de nombreux débats. Ils sont accusés de promouvoir des stéréotypes, d'avoir un impact négatif sur la satisfaction corporelle, l'estime de soi des femmes. Donc là, il y a 20 ans d'études et des méta-analyses qui montrent. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, ça a un impact négatif sur la satisfaction corporelle des femmes. Ça peut augmenter également des comportements alimentaires déviants, des régimes, augmenter le nombre d'actes de chirurgie esthétique, plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et également, cette pratique n'est pas éthique puisqu'elle utilise des images qui sont retouchées, c'est donc irréel. Donc ce n'est pas une pratique éthique. Alors face à ce débat, de nombreux pays, dont la France, souhaiteraient que les annonceurs déposent une mention précisant quand la photo a été retouchée. Il y a une loi d'ailleurs en ce sens qui est passée dernièrement, mais on ne voit pas encore ces mentions. Donc je ne comprends pas encore très bien le périmètre d'application. Et puis, de manière volontaire, des annonceurs décident de choisir une voie parallèle et de mettre en avant, d'utiliser des modèles plus naturels. C'est le cas de Dove dès le début des années 2000, mais d'autres marques également. La question que je me pose, moi, que je me suis posée en tant que chercheur, c'est pourquoi n'y a-t-il pas plus de modèles naturels dans le paysage médiatique si ces modèles idéalisés ont un effet négatif sur la satisfaction corporelle des femmes et leur estime de soi? Ces modèles devraient être rejetés par les consommatrices et être inefficaces. Donc j'ai réalisé une étude au cours de laquelle j'exposais les répondantes soit à un modèle donc idéalisé, soit à un modèle non idéalisé, sachant que je n'ai pas manipulé que la minceur, ces modèles varient également en termes de posture, plutôt provocatrice ou amicale, et également de retouche, modèle retouché ou pas, pour être au plus près en fait des campagnes utilisées aujourd'hui dans les médias par les annonceurs. Ce n'est pas que la minceur en fait qui est manipulée. Alors les résultats montrent qu'un modèle naturel augmente certes l'agrément vers la publicité, donc les consommatrices disent préférer cette pub. Ah oui, moi je préfère la pub avec un modèle naturel, sauf que ça n'augmente pas l'intention d'achat. Et surtout, ces modèles peuvent générer de la répulsion auprès des femmes qui ont un indice de masse corporelle donc élevé, c'est-à-dire qu'ils sont en surpoids, sachant que ces femmes qui ont un indice de masse corporelle élevé sont celles qui ont un niveau d'anxiété corporelle plus élevé. Donc là, on est face à un comportement assez irrationnel, puisque des images qui sont censées augmenter l'anxiété corporelle de ces femmes suscitent de la répulsion. Je vais revenir tout à l'heure sur l'explication de ce comportement irrationnel. Je présente un deuxième résultat de recherche dans la même lignée. La question là que je me suis posée, c'est pourquoi les consommateurs continuent de s'identifier à un modèle idéalisé, même lorsqu'une mention indique que la photo a été retouchée. Donc là, j'ai réalisé 3 études qualitatives, des entretiens auprès des répondantes, mais également des études en ligne. Les répondantes étaient exposées soit à plusieurs modèles, soit une expérimentation. Elles étaient exposées à une publicité avec une mention précisant que la photo était retouchée, ou à une publicité sans la mention précisant que la photo était retouchée. Les résultats sont assez surprenants. Ils montrent que le fait de savoir que la photo a été retouchée n'empêche pas les femmes de vouloir ressembler à ces modèles retouchés. Sachant qu'il y avait plusieurs études, soit elles savaient déjà que la photo était retouchée, en le voyant, cette photo est retouchée, c'est flagrant, soit elles étaient informées par une mention. D'accord ? Donc, le savoir que cette photo a été retouchée ne les empêche pas de vouloir ressembler à ces modèles, de ressentir des émotions négatives et de l'insatisfaction corporelle, de développer une attitude positive à l'égard de ces images, et surtout, de manière très surprenante, de traiter ces images comme étant réelles. C'est-à-dire qu'une mention photo retouchée ne les pousse pas à percevoir ces images comme irréelles. Donc là, nous sommes face à un cas de self-deception, d'autodéception, c'est-à-dire que le consommateur se trompe lui-même et continue de croire en quelque chose, continue de croire en un message qui n'est pas fiable, tout en sachant que ce message n'est pas fiable. Là encore, nous sommes face à un comportement très irrationnel. Alors, comment comprendre ces résultats ? Eh bien, nous allons repartir en arrière et il faut revenir à Darwin et à la théorie de la sélection sexuelle. Selon Darwin, l'homme, bien sûr, est un animal dont les comportements, les modes de fonctionnement, en fait, sont très similaires des grands mammifères. En particulier, l'homme est dirigé par deux grandes forces. Il est motivé par la volonté de survivre et de se reproduire. Donc aujourd'hui,
on va se focaliser sur la reproduction et donc la théorie de la sélection sexuelle. Alors, selon la théorie de la sélection sexuelle, eh bien, les espèces, dont l'homme, développent des caractéristiques physiques pour maximiser leur reproduction. Par exemple, en essayant de paraître attractif aux yeux du sexe opposé, donc c'est ce qu'on appelle la sélection intersexuelle. Par exemple, l'exemple classique de la queue du paon, qui ne l'aide pas à survivre. Là, l'objet, c'est de communiquer un bon capital génétique. Ça ne l'aide pas à survivre parce que ça l'empêche de courir vite. On peut faire le parallèle avec les talons des femmes, qui les empêchent de courir, mais qui vont allonger la jambe pour communiquer un bon capital génétique et leur donner une allure plus féminine. C'est la même chose. Deuxième pan dans la théorie de la sélection sexuelle, attirer un partenaire, mais aussi dissuader, intimider les rivaux du même sexe. C'est la concurrence intrasexuelle. Donc là encore, chez les animaux et chez les hommes, on voit ce type de comportement. Mais la question est de savoir quelles sont les caractéristiques physiques que les femmes utiliseraient pour maximiser leur reproduction, de manière inconsciente, bien sûr. Alors, pour ce faire, il y a deux données biologiques qui nous permettent de comprendre ces caractéristiques, deux éléments importants en biologie. La première, c'est que les hommes et les femmes diffèrent en termes de capacité de reproduction. Comme vous le savez, les hommes peuvent se reproduire à peu près tout au long de leur vie. Les femmes, avec une petite chute après 50 ans, les femmes, cette période est bien définie, avec une chute très importante après 30 ans et un pic à 22 ans. Première différence très importante. La deuxième, c'est que certains animaux, communiquent leur période d'ovulation. Une femme ovule que quelques jours par mois. Donc, j'avais pensé à vous épargner cette image, en fait, de bon matin. Et puis après, je me suis dit, c'est pas grave, on y va. Certains animaux, donc, communiquent leur ovulation. Les femmes, cette ovulation est cachée. On ne sait pas quand elles ovulent. C'est une bonne chose. D'accord ? On va s'accorder sur ce point. Le problème de cette ovulation cachée, c'est deux faits biologiques, une reproduction plutôt dans une fenêtre déterminée et l'ovulation cachée. Ces deux faits biologiques expliquent en partie pourquoi les hommes préfèrent en moyenne et en général, et quand ils ont le choix, des femmes plus jeunes. Nous avons ici des alpha males qui peuvent choisir, des femmes plus jeunes qui communiquent un niveau de féminité, ce niveau de féminité étant un signe de fertilité. Alors, j'ai pris totalement par hasard des images bien sûr très caricaturales, mais bon, j'aime bien celle-ci. Ce qui explique également pourquoi les femmes, parce que, excusez-moi, on rigole, mais c'est un énorme marché quand même, ce qui explique pourquoi les femmes dépensent autant d'argent, de temps et d'énergie à communiquer jeunesse et attractivité physique. Attractivité physique liée à la féminité. Prenons par exemple le ratio taille-hanche. Le ratio taille-hanche, en fait, les femmes ont une taille plus fine et des hanches plus larges en moyenne que les hommes. Ceci est un signe de féminité. De même, les lèvres pulpeuses. Les femmes en moyenne ont des lèvres plus pulpeuses que les hommes, pas les miennes. Et les cheveux. En fait, effectivement, Jacques, tu as raison, la diapo est coupée. Donc les cheveux également, donc là on ne les voit pas. Les cheveux là par contre qui sont un signe de jeunesse, puisque en vieillissant ou quand on est malade, donc de jeunesse et de santé, en vieillissant, lorsqu'on est malade, les cheveux poussent moins vite, sont moins longs. Donc on est vraiment sur des critères qui communiquent la féminité et la jeunesse et la santé. Ce qui explique également, si on revient à la concurrence intrasexuelle, pourquoi les femmes se concurrencent autant sur l'attractivité physique. Alors j'ai pris comme exemple, un exemple célèbre de l'arrivée de Jayne Mansfield au cours d'une soirée organisée pour, et j'ai un trou, Sophia Loren. Et donc Sophia Loren c'était une fête organisée pour elle. Elle avait très très mal vécu l'arrivée de Jayne Mansfield, qui avait mis des atouts très en avant. C'est un exemple classique de concurrence intrasexuelle sur l'attractivité physique. Ou bien les magazines People, là aussi un énorme marché qui surfe sur cette tendance à la comparaison sociale et à la concurrence intrasexuelle sur le physique entre les femmes. Cette théorie et les résultats que nous avons trouvés nous laissent penser que finalement les femmes ne sont pas victimes, ne sont pas toutes victimes des médias. Certaines en fait recherchent et apprécient de manière inconsciente, automatique, la comparaison avec des modèles idéalisés.
Ces modèles, en fait, activeraient le même système de concurrence intrasexuelle que celui qui a lieu dans la vie réelle face à de véritables concurrents. Et ce mécanisme automatique, en fait, de comparaison, il s'enclenche de manière, c'est automatique, de manière inconsciente, même lorsqu'il y a des concurrentes qui sont inaccessibles, irréelles, et même lorsque ce processus est néfaste pour le bien-être du consommateur. Pourquoi? Parce que ce processus permet d'obtenir des informations précieuses pour comment améliorer son apparence, concurrence intersexuelle, donc les régimes par exemple, l'achat de cosmétiques. Si vous avez des adolescentes à la maison qui passent du temps sur les tutos sur Internet, c'est la même chose, c'est la même dynamique. Ou bien de réassurance en dénigrant les rivales, comme quand les femmes lisent les magazines People, mais aussi, pareil, sur les réseaux sociaux. C'est un vrai problème, la concurrence intrasexuelle, avec des jeunes filles qui se dénigrent, et ça peut aller jusqu'au suicide. Donc ça, c'est un vrai problème sociétal également, de concurrence intrasexuelle et de dénigrement sur les réseaux sociaux. Alors, ces résultats ne sont pas très encourageants. Quand on connaît les effets néfastes de l'exposition à ces images sur le bien-être des femmes. Donc, quelles sont les recommandations que l'on peut émettre? Premièrement, ce serait d'apposer une mention plus forte qu'une simple photo retouchée, en précisant par exemple que l'apparence physique de cet individu n'est ni réaliste ni atteignable. Deuxième proposition, c'est de mettre en place des programmes de sensibilisation pour informer les consommateurs les plus vulnérables de ce processus de comparaison sociale et de concurrence intrasexuelle automatique, inconsciente, ce que je fais d'ailleurs auprès de mes étudiantes déjà quand je présente mes recherches en classe. Troisième, et aussi également, ça permet des programmes de sensibilisation d'informer sur des normes plus culturelles comme la minceur aussi, et pour éviter que les jeunes filles internalisent ces normes. Enfin, troisième proposition, celle que propose d'ailleurs souhaite adopter le nouveau maire de Londres, c'est tout simplement d'interdire, au moins dans le domaine, dans le public, dans les endroits publics, les modèles idéalisés, retouchés, pour que seules les femmes qui recherchent en achetant des magazines soient exposées, mais pas dans le métro ou dans les bus. Deuxième comportement irrationnel du consommateur que je souhaitais aborder ce matin, le marketing genré, donc, que vous connaissez tous, qui touche de nombreuses catégories de produits, que ce soit dans l'hygiène, les voitures, l'alimentaire, donc de nombreux produits. Là encore, une pratique marketing qui suscite de nombreux débats. Une controverse parce que cette pratique, en fait, promeut des stéréotypes. La marque Bic s'est faite huer dans les médias et les réseaux sociaux quand elle a lancé son Bic pour filles et son Stabilo pour filles. C'est une pratique qui est également très critiquée chez les enfants, puisqu'elle enferme les enfants dans des stéréotypes, dans des rôles prédéterminés. Et qui peuvent les freiner en fait dans le développement de leur identité. Et puis troisième débat autour du marketing genré, c'est la pink tax, la taxe rose. Des études ont montré que certains produits genrés féminins seraient vendus à des prix plus élevés que des produits pour les hommes. Donc trois controverses autour de ces produits. Alors là encore, la question que je me suis posée, c'est pourquoi les consommateurs sont-ils prêts à payer plus pour un produit qui est absolument identique? Parfois, il y a des petits ingrédients qui diffèrent, mais les exemples que nous avons pris dans notre étude sont absolument identiques. Pourquoi ils seraient prêts à payer plus pour un produit genré s'il n'y a pas un bénéfice? Donc là, nous avons réalisé plusieurs études. Nous avons demandé aux répondants d'imaginer l'apparence physique et l'attractivité des propriétaires de ces produits. Donc avec plusieurs sets de produits, il y avait 3 études au total. C'est une étude qui est encore en cours. Alors les résultats montrent que les femmes qui possèdent des produits genrés sont perçues comme plus attractives, plus sexy et plus populaires auprès des hommes. Mais nous n'avons pas retrouvé cet effet auprès des femmes pour des produits masculins, pour des produits genrés masculins. Donc les produits genrés confèrent un avantage asymétrique, c'est-à-dire qu'ils augmentent l'attractivité des consommatrices, mais pas celle des consommateurs. Alors là encore, la théorie de la sélection sexuelle peut nous aider à mieux comprendre ces résultats, et plus précisément le concept de dimorphisme sexuel. Le dimorphisme sexuel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en moyenne, les femmes ont un visage plus rond, un teint plus clair
et une peau plus douce que les hommes, en moyenne. D'accord, je précise toujours en moyenne, c'est le cas. Et les produits genrés féminins reprennent ces codes de manière inconsciente. Hein, les marketeurs le font de manière intuitive. Enfin, on verra ça tout à l'heure avec Jacques, quand il nous parlera de son expérience des produits genrés. Mais les produits, du coup, sont souvent, les produits genrés féminins, sont souvent avec des formes plus rondes, des couleurs plus claires et des matières plus lisses, une texture plus lisse, une surface plus souple. Les hommes ont en moyenne un visage plus carré, ils sont également plus grands et plus forts, donc des formes plus solides. Ils ont un teint plus foncé, une peau légèrement plus foncée en moyenne, et une peau plus rugueuse. C'est connu. Et plus épaisse également. Plus épaisse. Alors là, c'est biologique, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc là encore, on trouve des produits genrés masculins qui vont reprendre ces codes avec des formes angulaires, des lignes plus droites, des couleurs plus foncées, des textures plus rugueuses et une surface qui est plus dure. En fait, les produits genrés sont ce que l'on appelle extended phenotypes, c'est-à-dire le phénotype étendu, l'extension du corps. On sait maintenant qu'on a des produits comme les smartphones qui deviennent un peu l'extension de notre corps. Eh bien, ces produits sont l'extension et reflètent nos caractéristiques morphologiques. Mais pas que morphologiques, également au niveau de la personnalité. D'un point de vue évolutionniste, les femmes sont plus motivées et récompensées lorsqu'elles communiquent des éléments concernant leur beauté. On vient d'en parler, vous comprenez pourquoi. La maternité également, et l'affection. Et on voit que dans les produits genrés, alors que les hommes sont plus motivés et récompensés lorsqu'ils communiquent la force, la puissance, le pouvoir. J'ai toujours un peu Clinton et Trump en tête, en fait, quand je fais cette étude. Mais... Et donc, on retrouve effectivement ces codes qui sont repris dans les produits, hein, avec donc la beauté, hein, on le voit, la Beautific de Nobiol, même des bouchons d'oreilles, hein, Sleep Pretty in Pink, donc vous allez dormir jolie en rose, et le cœur pour Coca-Cola Light, hein, Coca-Cola Light qui cible plus les femmes, alors que Coca-Cola Zero cible plutôt les hommes, et là, on a pris James Bond. Donc, pour les hommes, on a bien sûr, hein, là encore, hein, la force, hein, la puissance qui va être prise hein, en tant que signe, en tant que évocation. Alors, très bien, mais tout ça ne nous explique pas la symétrie que l'on a trouvée dans nos résultats. Eh bien, des études montrent que si la féminité est généralement toujours appréciée par les hommes, les traits trop masculins ne le sont pas toujours. Une étude dans Nature a montré que les femmes aimaient bien sûr des hommes qui avaient l'air masculins, mais avec des traits féminins. Par exemple, Justin Bieber, Johnny Depp ont des traits féminins, des lèvres pulpeuses, un visage rond. Je vous rassure, dans Nature, ils ne citaient pas Justin Bieber et Johnny Depp. C'est moi qui les rajoute. Hein. De même, il y a des études qui montrent que la barbe augmente l'agressivité et la dominance, mais pas l'attractivité auprès des femmes, en moyenne. Donc, au final, les traits masculins sont attractifs, mais jusqu'à un certain niveau. Trop de masculinité peut être répulsif. Pourquoi ? Trop de masculinité peut être répulsif, bien parce que ça ne communique pas les qualités qui sont recherchées pour un partenaire sur le long terme, à savoir un homme fidèle, gentil, doux, qui s'occupera aussi des enfants. Donc au final, les produits genrés n'ont pas les mêmes objectifs pour les femmes et les hommes. Les produits genrés pour les femmes sont plutôt dans la sélection intersexuelle, attractivité. Les produits pour les hommes, a priori, seraient plus dans la concurrence intrasexuelle, c'est-à-dire communication plutôt auprès des pairs pour affirmer sa masculinité. L'homme va plutôt essayer de ne pas être perçu comme une femme auprès des autres hommes. Ça peut... Alors là, je suis un petit peu plus prudente, mais ces résultats peuvent peut-être nous expliquer également la pink tax. Pourquoi les produits féminins, en tout cas ceux qui sont liés à l'attractivité physique, seraient plus chers pour les femmes ? Bien parce qu'ils confèrent un bénéfice. Et enfin, ces résultats sont quand même peu encourageants hein, quant à l'avenir du marketing genré, qui va probablement continuer de se développer hein, s'il y a des bénéfices pour le consommateur. Les marketeurs proposent des produits, s'ils ne marchent pas, ils disparaissent. Hein. Donc si on continue d'avoir du marketing genré, c'est parce que les consommateurs l'achètent. Et donc c'est peu encourageant parce que ce marketing genré quand même a un problème puisqu'il limite la liberté des consommateurs à définir leur propre identité. Tout le monde n'a pas envie d'être totalement communiqué la féminité ou totalement la masculinité. Et certains veulent dépasser finalement ce que la nature essaie de nous imposer.
Donc au final, hein, les deux exemples que je vous ai présentés nous montrent que des mécanismes psychologiques évolutionnistes liés à la sélection sexuelle peuvent expliquer des comportements qui, a priori, paraissent irrationnels. Sans le savoir, nos raisonnements ancestraux continuent d'influencer certaines de nos décisions au quotidien. Mais je suis convaincue que si nous avons connaissance de ces mécanismes psychologiques inconscients, eh bien on peut, au moins de temps en temps, éviter ces biais cognitifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sylvie. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez après l'intervention de M. Rossi. Jacques, vous prenez la main. En préambule et en quelques mots, d'ailleurs, merci de nous parler de votre activité. C'est à vous. En préambule, je voudrais parler de... Enfin, mettez-vous à ma place, un vendredi, vous recevez Sylvie qui vient vous expliquer tout ce que vous venez de voir. Comment résister à l'envie de venir donner des exemples. Ça c'est le premier point. C'est-à-dire que la notion de mal est ressortie là. Hein. Après, je dirige une agence qui n'est pas une agence de pub dans le sens communication grand public avec des supports larges, télé. Je suis sur une entreprise qui est plutôt liée à l'industrialisation. Aux industriels. Je vais vous expliquer à un moment pourquoi. Juste Cartoon, c'est une agence qui existe depuis 82. Quelques slides sur Cartoon, parce que je ne sais pas, M. Lacoste a dit que tout le monde me connaissait. J'ai un petit doute, même si je connais quelques professeurs très sympathiques de marketing dans l'école TBS, dans laquelle je suis aussi membre, puisque membre d'Alumni. En fait, j'ai une légitimité à être là, puisque j'ai aussi fait la formation métier dirigeant dans la promotion 27, ils en sont à 90 et quelques. Donc je suis un ancien mais très fervent dans l'association qui en résulte, mais réseau dirigeant. Voilà, ça j'ai la partie pub pour le réseau. Donc notre objectif dans Cartoon, c'est celui-ci, est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire qu'on est là pour créer des marques qui sont singulières, c'est-à-dire des marques propres à chacun de nos clients et identifier leurs produits. L'objectif étant de fidéliser leurs clients et bien sûr d'en conquérir de nouveaux. Donc sur un fond pink, je dirais que on illustre en fait, on s'approprie la phrase de Raymond Loewy qui est de dire la meilleure courbe, la plus belle courbe du design, c'est celle des progressions des ventes. 2 slides, noir et rose. C'est comme ça, qui explique en quelques mots, ce que je présente bien sûr aux industriels. Notre objectif, c'est de faire progresser la vente de leur trip. Leur trip, c'est leur produit. C'est-à-dire qu'un industriel, qu'est-ce qu'il a envie de faire? C'est ses produits. Qu'est-ce qu'il est persuadé, ce dont il est persuadé que ces produits vont se vendre tout seuls, puisque ce sont les meilleurs du monde. Il oublie simplement qu'il faut aller toucher le consommateur, qu'il faut le mettre dans son mode, dans sa distribution, qu'il faut tenir compte des concurrents, enfin le mix produit, cher au marketing. En quelques mots, ce qu'est Cartoon, ce qui veut dire que depuis notre création, on a traité plus de quelques 200 marques, on traite à peu près 1000 packs par an, ce qui veut dire qu'on a un chiffre d'affaires de 2 millions, qu'on est installé à Paris, à Toulouse et à Lyon, et que je suis à votre disposition après pour vous expliquer ce que l'on fait. Donc, peut-on définir des codes genrés? Ça, c'est la question que m'a posée Sylvie. Et je dois dire que j'avais un gros problème parce que, je le dis en conclusion, mais en fait, il n'y a jamais eu cette problématique posée au quotidien dans notre agence. J'ai demandé à Sylvie s'il y avait un intérêt à prendre d'autres marques. C'était assez simple, hein. Je prends du Jean-Paul Gaultier, vous allez voir. Là... Le produit genré, ou avec quelques perturbations quand même, mais le produit genré est assez franc et lisible sur ces produits. En fait, dans notre activité de designer, puisque Cartoon est une agence de design, une agence de communication, une agence créateur de valeur, en fait, c'est comme ça que je le définis, nous avons 6 leviers pour travailler. Nous avons les matières, nous avons les couleurs, nous avons... Alors, les couleurs bleu et rose, Geneviève, c'est facile, hein? Ce qu'elle m'a dit quand elle m'a vu tout à l'heure, elle m'a dit « tu vas parler de bleu et rose ».
Non, il n'y a pas que du bleu et rose. Il y a le graphisme, il y a l'iconographie, il y a il y a quoi encore? Il y a enfin tout ce qui est matière visuelle qui touche les sens en fait. Donc quand Sylvie m'a dit peut-on définir des codes genrés, ben, j'ai essayé, on est d'accord là-dessus, de les attribuer à des produits par exemple. C'est-à-dire est-ce qu'il existe des codes propres aux produits? Et là j'ai utilisé la marque d'un de nos clients, qui est les laboratoires du Castel, qui font partie du groupe Alès et qui touchent les produits coiffants. On l'a vu. Tout ce qui est cheveux donne une image de l'âge. Donc on a, ça c'est la marque en bas, à gauche vous avez l'ancienne marque. Le travail était de relifter la marque, de définir des codes propres qui portaient essentiellement, non pas à la féminité, mais à la naturalité, à la technicité qui a été ajoutée, la technicité ayant pour objectif de donner de l'efficacité. C'est toujours le même, là j'ouvre une parenthèse, quand un client vient nous voir avec une marque qui n'est pas belle, qui n'est pas esthétique, qui ne touche pas à la cible, etc., il faut toujours relativiser parce qu'il fait quand même quelques millions avec. Donc du jour au lendemain, je change ma marque, vous savez, on est les plus beaux, les plus forts, non, ça ne marche pas. Donc il faut respecter ce qui a été fait avant, toujours s'en inspirer, et en l'occurrence, on reste comme ça, là. En l'occurrence, ça nous a permis... Oui, ça nous a permis d'identifier, alors à l'origine, secret professionnel by Phyto, je parlais du groupe Alès. Le groupe Alès a deux marques, c'est un très gros groupe cosmétique qui a deux marques, une vraiment cosmétique qui est l'IERAC, vendue en pharmacie, et Phyto. Donc on s'est appuyé sur la marque Phyto, sa reconnaissance et ses valeurs pour donner du sens à, je vais revenir en arrière, donner du sens à secret professionnel. Donc des cursives, tout lié à l'univers, oui. Je reviens à naturalité et technicité. Technicité étant très forte, parce que quand on parle de produits naturels en coiffant, il y a toujours un problème, c'est celui de l'efficacité. C'est-à-dire qu'on a peu de crédibilité pour être efficace, donc il fallait qu'on appuie beaucoup la technicité. C'est pour cela qu'on a utilisé des codes coloriels gris. Une typo sexy qui vise la cible, c'est-à-dire des femmes, mais pas que, des coiffeurs aussi, avec une sensibilité très très forte. Les coiffeurs sont en fait, ça on l'a découvert quand on a travaillé sur ce marché, des créateurs, des créatifs. Ils sont toujours en train de créer, donc c'est bien, on est parallèle à notre univers. Une autre parenthèse, c'est que la légitimité aussi d'être ici, c'est qu'un créatif est un chercheur. C'est plus rigolo, notre travail, moins punchy, mais c'est vrai qu'on est des chercheurs, c'est-à-dire que si on n'arrête pas nos créas, ils sont toujours en train de chercher, ce qui veut dire que la rentabilité des dossiers n'est pas toujours... Bon, bref. La gamme, la cible, coiffeur, pour des produits qu'ils utilisent, mais des produits qu'ils vendent aussi dans leur boutique. C'est-à-dire des produits destinés, qu'on emporte chez soi, avec les valeurs de la marque, etc. Donc, vraiment tout le contexte. C'est une cible professionnelle qui, au final, est utilisée par des consommatrices. Donc, assez peu, en fait, de codification genrée, hein, puisqu'on... Je dirais que le plus marqué sur cette gamme-là, sur la gamme féminine, c'est la typographie de la marque. Très, très douce, des curvilignes, de la sobriété, de l'élégance. C'est vraiment ce qui le lie le plus à la cible finale, la femme. Mais dans l'évolution de nos relations avec Ducastel, c'est avéré le développement de gamme vers l'homme. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait choisir cette marque-là, c'est que là, on a été beaucoup plus fort. Les illustrations, et c'est pour ça que la pub a peut-être plus de légitimité. Les exemples qu'avait Sylvie, c'est autour de la pub, assez peu sur les produits. C'est-à-dire que là, vraiment, en encre, vous voyez pas grand-chose, hein. Alors, escape. On encre... alors, décidément, je passe de parenthèse en parenthèse. Dans une présentation de laquelle l'axonométrie des diapos n'est pas tout à fait comme on aime, vous savez, quand vous êtes créa, c'est sensible. Donc,
C'est un 16/9, et là on est sur un modèle de 4/3. Ceci n'empêche que le visuel de la femme, 22 ans, c'est ça? 22 ans, beaux cheveux, c'est le sexe symbole que nous avons utilisé pour la communication B2B. Encore une fois, c'est du B2B. Secret Pro ne communique pas sur le grand public. Et bien sûr, tous les outils qui vont avec sont beaucoup plus techniques, c'est-à-dire c'est l'efficacité, encore une fois, l'efficacité finale de la gamme Secret Pro, très large gamme. Hein. L'incidence économique était relativement intéressante, mais, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, en fait, ce qui m'a fait choisir Secret Professionnel, c'est plus la gamme homme. C'est-à-dire qu'après une année d'activité, Ducastel nous a demandé de développer une gamme homme qui ne touchait pas jusqu'à présent. Et donc là, on a vraiment ancré la marque dans d'une codification, encore une fois, sans le vouloir, sans le vouloir, l'irrationalité et la créativité, on peut dire ça aussi, sans le vouloir vraiment en disant c'est l'homme. Mais oui, on le sent, on le sait par expérience, et c'est là où on se rejoint, que par expérience, on les connaît, les codes de l'homme. C'est du noir, c'est du dur, c'est des grosses typos, c'est quelque chose de conquérant, c'est du winner, et c'est en termes de... Je dirais qu'en termes d'illustration, là on y est, quoi. C'est-à-dire on est sur la tête, on est sur le sexe symbole. On a perdu les cheveux, si, ils sont là, hein, ils sont là, il y a quelques mèches. Mais en fait, on transmet les valeurs de la marque au travers du mannequin, du symbole. Et je vous assure que ça, c'est une sélection. Mais on en a passé des dizaines et des dizaines pour arriver à exprimer ce que l'on voulait au travers de l'homme. Et là, vraiment, on était sur... pour moi, on est vraiment sur la communication genrée, si je dois toucher l'acheteur. Après, il y a une remarque qu'a faite tout à l'heure Sylvie, c'était qu'il y a une incidence dans la visualisation de la femme vers l'homme et pas forcément de l'homme vers la femme. Attention, il y a 16/9. Ça, c'est pas du 16/9, mais on va le faire avec. Non, mais c'est... Ah oui, là, excellent. Oh, ça c'est fabuleux. Tu recommences, Sylvie? Voilà, non, ça c'est vraiment... Non, franchement, la lecture de l'image est beaucoup plus intéressante. Voilà, donc des codes du noir et blanc, un homme, un vrai. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, c'est quand même dans 80%, je n'ai peut-être pas entendu tout à l'heure, mais dans 80% des cas, l'acheteuse, c'est la femme. Donc imaginez qu'elle achète ça à son mari en disant « je vais retrouver le même à la maison ». Franchement, c'est peut-être ce qui explique cette dichotomie entre les deux. Trouver des codes genrés propres à la cible a été plus simple. Plus simple, ça c'est notre quotidien, c'est-à-dire que dans le brief market, vous avez toujours, ça s'adresse à la cible. Et c'est normal, parce que si on ne s'adresse pas à la cible, à qui va-t-on s'adresser? Donc trouver dans nos références des produits genrés, c'est bien. Je dirais aussi que sous les marchés que nous touchons à Cartoon, l'agroalimentaire à promesse santé est très très présent, vient juste après la santé et la cosmétique. Donc trouver dans la cosmétique des produits genrés, j'ai cité tout à l'heure Jean-Paul Gaultier, ça semble assez simple. Surtout quand vous avez un client qui s'appelle L'Oréal et qui vous demande de faire des PLV pour la marque Roche-Posay. La Roche-Posay. Donc la cible est bien définie. C'est un effet miroir. Je m'imagine maquillée comme ça quand j'achète mon rouge à lèvres et autres accessoires pour ma féminité. Je m'approprie le produit en le dessinant, en l'écrivant ma boîte à outils. Vraiment dans l'expression de ce support, on a tous les outils pour dire « achetez-moi ». Elle les achète d'ailleurs. Et autre référent d'une de nos marques fétiches à Cartoon, c'est Milical. C'est une gamme de produits qu'on a développée il y a 2 ans. Donc on a travaillé vraiment sur le naming, la création. En fait, ce que l'on trouve c'est la Go, la marque Go, le repas minceur. Donc on touche la minceur. Marché extraordinaire pour la femme. Enfin pour les industriels vers la femme.
Donc Go repas minceur avec un Go qui est beaucoup plus masculin qu'on peut l'imaginer. Mais là, c'est le côté, c'est le start. C'est-à-dire, j'ai décidé, ça y est, j'ai une action, j'ai presque un geste masculin pendant une seconde, j'y vais, et tout le reste n'est que code que peut s'approprier la cible, la femme. C'est-à-dire la notion de nomadisme avec tous les accessoires, des sacs coloriels en changeant de couleur pour définir les arômes, parce qu'il faut aussi il y a certains codes qu'il faut mettre en avant. Un mannequin, est-ce qu'elle a vraiment besoin de suivre un régime? Non, mais c'est le résultat final parce qu'elle a suivi ce régime de Milcal avec la gamme Go. Donc c'est un élément genré, enfin des codes genrés qui pour moi sont assez simples à s'approprier. Mais encore une fois, sans avoir dans le brief client, ça je ne vais pas arrêter de le répéter, la notion de faites votre créa et faites des produits avec des codes genrés. À aucun moment je l'ai entendu dans la licence de Cartoon. Ah, bien sûr, alors là, on ne peut pas échapper à la cible homme en passant par Black Mountain. Black Mountain, c'est un whisky du sud-ouest. Je vois des sourires dans la salle. Je suis un des fondateurs, c'est pour ça que pour moi c'est assez facile d'en parler. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'est dit c'est la femme qui va boire. À aucun moment. On ne s'est jamais posé la question. C'est pas possible. Hein. Donc on a créé une marque avec tous ses composants dans des codes franchement noir et blanc. Un animal mythique, une structure carrée, bordée. On est dans le statutaire. Et un clem qui ancre bien le produit dans son histoire. Mais tout ça, en fait, c'est de manière irrationnelle. De manière irrationnelle, on a donné des codes. Et la preuve en est le dernier produit qu'on vient de sortir, où là, c'est black. Hein, c'est-à-dire qu'on a un produit qui s'adresse à des connaisseurs du whisky, c'est-à-dire les whiskies fumés sont assez segmentants. Mais lancer un produit dessus, il faut y aller, quoi. Il faut il faut aller conquérir la cible. Il faut vraiment montrer que c'est du lourd, tu bois ça, t'es le macho, t'es le grand, t'es le chef, t'es le winner. Et d'ailleurs, quand on est dans le business to business, dans la communication de Black Mountain, donc on s'adresse sur ces documents-là aux cavistes et aux cavistes qui redistribuent après aux consommateurs. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des médailles. Et ça pour convaincre d'y aller, pour convaincre de gagner la bataille, il n'y a pas mieux que les médailles. C'est vrai, ce sont des bons whisky, ils sont meilleurs, etc., etc. Bon, je vais arrêter le coup de pub pour Black Mountain. Et on va passer au code propre au marché. Là encore, c'était un challenge de trouver des références qui puissent illustrer. Alors, je reviens, moi je suis là que pour donner des images propres au travail qu'a fourni, enfin la réflexion et la présentation qu'a faite Sylvie. Donc en toute humilité, ce sont des marques nationales dont la plus représentative est Isostar. C'est-à-dire que vraiment, quand on est en marque spontanée, en présentation des références de Cartoon, celle qui sort le mieux, c'est Isostar. Spontanée, c'est-à-dire, vous travaillez pour Isostar, waouh. Et Isostar, c'est une marque de mecs. Pas que, hein, parce que en bas à droite, sur la poudre, vous avez des images qui ciblent les consommateurs. Donc on a... J'essaie de voir s'il y a quelqu'un d'Isostar. On a dans les directives de montrer d'abord différents sports, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être segmentant sur les sports présentés. On doit montrer différents sports et on doit montrer différents athlètes, bien sûr, hommes ou femmes. Donc ça, c'est des directives qui sont données, et c'est normal, ça se comprend. J'ai un transfert de sensations entre ce que je lis et ce que je vais acheter. Il faut absolument que je m'y retrouve. Donc toujours hommes et femmes. Hommes et femmes. Après, c'est décliné. La verticalité est un élément très, très fort dans les marques. Une lisibilité qui est mauvaise, extrêmement mauvaise. Hein. C'est-à-dire une marque verticale est très mauvaise, sauf quand elle a un sens de masculinité. Je ne fais pas de dessin. Et Isostar a ce sens-là. C'est-à-dire, c'est vraiment, on y va, c'est l'érection, c'est la marque qui vous file la pêche. Et, comment? Non, on débat après.
Et il y a 3 ans, on a travaillé une étude assez longue, des créas assez poussés, ce sont des maquettes, et dédiées à la femme. Là encore, j'ai choisi cette gamme, non pas pour l'homme, parce que c'était tellement évident, mais ce n'était pas unisexe, alors que celle-ci était, je ne pouvais pas voir un marathonien acheter ça. Ça ne pouvait être que les marathoniennes. En fait, il y a une volonté de s'adresser, alors là c'est vraiment du genré, de s'adresser, je m'adresse à la femme. Je m'adresse à la femme, donc j'ai plus le logo en vertical, ma virgule jaune s'est transformée en rose, mes codes transversaux qui, dans la gamme homme, étaient utilisés pour montrer des arômes, des segmentés des gammes de produits pour avant, pendant et après l'effort. Là, on a une uniformité de tous les produits, une virgule rose qui s'est aplatie, qui est plus sensuelle, une marque qui s'est horizontalisée, une marque qui est justifiée en disant « c'est pour vous, mesdames », et des codes roses transversaux. La gamme n'est pas sortie. Alors, je ne sais pas en conclure. Je sais pas, mais les tests ont prouvé que c'était trop segmentant et qu'il n'y avait pas d'avenir pour cette gamme-là. Encore une fois, une gamme extrêmement genrée, je trouve, avec des codes propres genrés propres. Quant à la distribution, qui est le dernière série, les deux derniers exemples que j'ai retenus, en fait, sont des contre-exemples. Ça, je dédicace celle-ci à Geneviève, c'est-à-dire qu'il y a du rose et du bleu. Du rose et du bleu, et en fait c'est contre-exemple dans le sens où il y a aussi des codes très très forts dans les présentations. C'est la nutrition, c'est-à-dire que le rose est un code pour identifier les produits sucrés, et en fait les autres codes, c'est pour les produits salés. Enfin, donc 2 segments très, très fort identifiés par des couleurs, qui ne s'attribuent pas au sexe, enfin au genre, mais qui s'attribuent aux codes que l'on trouve dans la pharmacie, voire dans la grande distribution, puisque ce sont des codes transversaux. Je pense à Béguincé dans le rose. Si je vous dis Béguincé, vous voyez du rose. Pourtant, ce n'est pas propre à la femme. C'est une marque qui a des couleurs. Dernière parenthèse, c'est que les marques fonctionnent aussi en des couleurs. C'est-à-dire que je me rappelle très bien d'une marque que l'on suit depuis très longtemps qui s'appelle Gerblé. Et quand on a voulu changer Gerblé, on a voulu donner des codes plus orangés. Le directeur marketing m'a dit non, nous, Gerblé, on a le code jaune dans la diététique. Le bleu est à telle marque, le vert est à telle marque, nous, on a le jaune. Si on lâche le jaune, ça veut dire qu'on va laisser la place à quelqu'un d'autre qui va se substituer à nous et qui va prendre nos clients. Objectif de conquête et de... Je ferme ma parenthèse. Donc sur ce produit-là, un rose pour le sucré et un bleu-vert là qui est propre à la pharmacie. C'est un code, ce qu'on appelle le green dans les Pantone. C'est un code bleu-vert qui montre technicité, sérieux. On est dans un univers vraiment qui n'est pas homme-femme ou femme-homme, mais plutôt arôme. Un autre produit, alors là, une autre gamme de produits, donc toujours la même marque, déclinaison complément alimentaire. Et complément alimentaire, alors le burner, c'est issu d'une gamme américaine où là on est vraiment sur une cible masculine, c'est-à-dire qu'on ouvre le spectre de la cible dominicale vers l'homme avec ces codifications très, très américaines, mais aussi très, très mâles. Normalement, Boris doit dire c'est du Trump. Ce que tu m'as dit à l'oreille tout à l'heure. Et trois gammes de produits, enfin une gamme de produits avec 3 segments qui sont féminins, mais alors c'est lié à la morphologie de la femme. Donc aucun intérêt, je dirais que là on est sur le contre-exemple. Je voulais en avoir un parce que c'est vraiment notre quotidien. Alors, en conclusion, toujours sur un fond rose, alors, on est 25 sur les 3 sites de l'agence. Et quand je demandais à Françoise ce matin, au fait, il y a combien de filles? Parce qu'elle dit non, compte les garçons. En fait, il y a 5 garçons et il y a 25 filles. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un fond rose dans ma présentation. Donc cartoon et genré. En tout cas, ce que je peux vous dire en conclusion,
c'est que, je le répète encore une fois, dans aucun brief à date, je n'ai eu la mention de faites-nous un produit genré, utilisez les leviers pour vraiment en faire. C'est pas ça. C'est en fonction de la cible, en fonction de la distribution, en fonction du produit, en fonction des concurrents. C'est ce qui nous donne les codes. Alors, et ça, c'est pour l'assistance féminine. En fait, si on s'adresse dans nos briefs, il y a toujours la partie, la cible, c'est la femme de 35 ans. Je ne sais pas pourquoi, c'est systématique. Alors, urbaine, CSP+, etc., je vous passe, mais je dirais que c'est 4 sur 5. 4 sur 5, c'est ce code-là. Et à ce moment-là, ce qu'on a comme argument, c'est vraiment la rationalité de ces personnes. La rationalité passe devant l'irrationalité du genre féminin, parce que c'est leur quotidien, et c'est aussi le quotidien de l'agence. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Merci Jacques. Veuillez vous installer à côté de Sylvie. C'est le moment des questions, donc n'hésitez pas, je peux vous transmettre un micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Alors justement, l'objectif du nudge, c'est de s'appuyer sur l'irrationalité du consommateur pour l'amener vers des comportements plus adaptés pour son bien-être. Par exemple, si un consommateur, il y a une étude qui avait montré que si on mettait un smiley, c'était aux États-Unis, une équipe d'ailleurs qui travaille avec Barack Obama, parce qu'il a mis en place une équipe qui travaille sur le nudge pour essayer d'augmenter la consommation, enfin de baisser la consommation d'électricité dans les factures des consommateurs. Si on mettait un smiley en disant c'est bien, vous avez moins consommé que vos voisins, eh bien le mois suivant, ils consommaient plus. Donc, ils ont arrêté de leur dire qu'ils consommaient bien et ils ont continué de donner la moyenne. Et en informant le consommateur justement de cette moyenne-là, par contre, ça ne changeait pas son comportement. Donc, le nudge, c'est vraiment ça. S'appuyer sur l'irrationalité. Dire, ah ben mince, en fait, j'ai bien consommé, donc c'est bon, je me lâche, je vais pouvoir consommer plus. Donc, le nudge, c'est ça. C'est s'appuyer sur l'irrationalité du consommateur pour l'amener vers des comportements plus adaptés. Pour le bien-être du consommateur, mais aussi pour la société en général. Une autre question, madame? Oui, je me pose la question de l'évolution de certaines catégories de produits. Et il y a une dizaine d'années à peu près, ou 15 ans, il y a eu beaucoup de produits qui sont nés, ou de marques qui sont nées mixtes. C'est-à-dire dans la volonté justement de ne pas séparer, mais plutôt de regrouper le couple. Alors il y a les... American Apparel le fait. Les parfums l'ont fait. Les parfums mixtes, bien sûr. Et d'autre part, il y a quand même des études qui ont montré que les femmes n'aimaient pas avoir une voiture qui leur était destinée. D'accord, ça c'est autre chose. D'une part, le non-genré, et d'autre part, quand on achète une voiture, on n'a pas forcément envie d'avoir une voiture féminine. Il y a plein de femmes qui voudraient une voiture juste plus puissante, juste plus sportive, etc. Donc je pense avec l'expérience que le genre et l'appui, si je veux dire, sur cette idée de séduction, etc., est terriblement variable en fonction de la catégorie de produit. C'est ce que d'ailleurs Jacques a dit, et je trouve que c'est très très important de prendre compte de la catégorie de produit, de ses spécificités, etc., des promesses, indépendamment, j'allais dire, en parallèle de la cible. Tout à fait. Il y a cette tendance. Il y a deux éléments, comme tu l'as souligné, Elisabeth. Il y a effectivement le marketing non genré, et il y a une tendance même auprès des ados, mais on voit de tout en fait. Pour les ados, ceux qui ont des ados à la maison, certains vont adopter des comportements extrêmement genrés, que ce soit les filles ou les garçons, des comportements à risque chez les garçons d'ailleurs. Là aussi, il y a un problème sociétal avec le binge drinking, qui vont fumer plus, qui vont conduire plus vite. Le taux de mortalité est plus élevé chez les garçons que chez les filles parce qu'ils vont adopter des comportements à risque. Ils vont prendre plus de risques les garçons que les filles. Donc, pour construire leur identité, les adolescents vont aller encore plus vers le marketing genré. Mais il y a une troisième voie,
un peu de rébellion, ou certains, et qui peut continuer à l'âge adulte d'ailleurs, hein, on va refuser justement ces codes, soit parce qu'on en a conscience, et qu'on les refuse, soit parce qu'on décide de prendre une troisième voie, de dire ben moi je ne veux pas affirmer mon identité qu'à travers mon genre, ce que j'expliquais d'ailleurs à la fin de la conclusion. Et effectivement, ça dépend également des catégories de produits. Et puis c'est un marché aussi, c'est une nouvelle, c'est un nouveau marché également. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà un produit genré féminin, un produit genré masculin. Eh bien moi je vais lancer une marque qui va être neutre. Donc il y a par exemple chez H&M, ils ont lancé également une nouvelle ligne mixte de vêtements. Hein, des pulls, des pantalons. Là, pourtant, pour les vêtements, c'est difficile de ne pas faire mixte. Mais finalement, oui. Donc, ils ont lancé une nouvelle mais ils n'ont pas arrêté de faire des produits pour femmes, des produits pour hommes. Hein. On a une troisième ligne. Donc, quelque part, c'est une manière de se différencier et de s'ouvrir à un nouveau marché. Donc, oui, ça coexiste. Et c'est intéressant, d'ailleurs, cette tendance aussi au marketing non genré et indifférencié. Je rajouterais que je rebondis sur le fait de la volatilité de l'évolution très liée à la mode et très liée à la réaction d'un leader qui fait que je vais faire des produits genrés ou pas, et du jour au lendemain, on peut avoir des briefs qui nous amènent à vraiment cibler telle ou telle chose. Donc il y a une notion de volatilité, d'éphémérité qui est très, très forte. J'ai une question, Sylvie. Quand tu as évoqué le fait que donc, certaines femmes sont capables d'investir dans des produits qui ne leur apportent pas réellement un vrai bénéfice, mais pour des raisons qui sont plus liées au marketing genré ou à l'attractivité qu'elles pensent avoir. Donc c'est un bénéfice, mais qui leur fait du mal en même temps. Enfin, tu l'as très bien expliqué. Est-ce qu'à aucun moment tu n'as intégré ou envisagé d'intégrer le paramètre, alors je ne sais pas si c'est réellement scientifiquement reconnu, mais de cerveau gauche et cerveau droit, parce qu'on peut aussi avoir, je ne sais pas, j'imagine, si on croit à cette théorie du cerveau gauche et cerveau droit, donc le cerveau gauche étant plutôt celui de la rationalité, des choses qui sont empiriques, du résultat concret, et le cerveau droit plutôt de la créativité, de la sensibilité plus esthétique. À ce moment-là, on peut peut-être avoir aussi un biais sur des gens qui ne sont pas ni attirés parce que c'est rose ou parce que c'est bleu, mais tout simplement, ou parce que la fille est jolie ou quoi, mais tout simplement parce que, par exemple, tout à l'heure, le produit, c'était Isostar. Alors, pardon, hein, Jacques, moi, je trouve ça affreux. Je ne vais même pas lire ce qu'il y a dessus. Si je dois l'acheter, je vais plutôt acheter parce que je trouverais ça plus joli. Et c'est pas parce que c'est rose ou c'est bleu, mais bon, moi je suis pas cerveau gauche. Mais voilà, est-ce que tu intègres ce genre de paramètres? Est-ce que ça peut être un paramètre, ou est-ce que ça n'existe pas du tout? Cerveau gauche et cerveau droit, d'ailleurs. Alors, en fait, scientifiquement, le cerveau gauche, cerveau droit, c'est toujours très controversé. Hein. D'accord. Donc, l'état de la science à ce niveau-là n'est pas du tout au fait. Et ça, c'est pas... Donc là, je suis totalement... Je n'en sais rien. En toute humilité, je ne saurais te dire. Donc là, il faudrait voir plutôt en neurosciences, hein, voir ce qui a été fait à ce niveau-là. Donc, j'ai pas de réponse. En revanche, le fait de détester Isostar, c'est peut-être que vous n'êtes pas du tout dans la cible et justement que ça marche. C'est pas que je déteste, le produit pourrait m'intéresser, mais enfin, disons que je pense que certains d'entre nous ont des comportements totalement irrationnels, mais vraiment plus par... Moi, je suis capable d'acheter un livre juste parce que j'aime la couverture. Je pense que l'erreur de départ, c'est de dire certains d'entre nous. On se positionne déjà en étant différent de la masse. Je pense qu'on a tous des comportements irrationnels. Certes. Ça prouve l'efficacité du packaging, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. Les études, c'était pas ni pour vous ni pour personne, parce que la gamme n'est pas sortie. Quand tu as acheté un bouquin par la couverture, ça c'est vraiment pur pack. C'est très bien. C'est pas ce qu'elle te dit, puisqu'elle te dit le pack Isostar, le premier. C'est pas le pack rose dont elle te dit qu'il est très moche. C'est les premiers. Ah, la gamme noire. La gamme celui qui marche, oui, comme dit. Voilà. C'est ça. Oui, monsieur, on peut vous faire passer le micro. Oui, bonjour, Pierre Serin. Vous avez parlé ce matin de produits de consommation. Moi, je voudrais savoir si les mêmes principes se déclinent en matière de services.
Est-ce que le marketing des services, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, en B2B et en B2C? Alors c'est une excellente question. C'est vrai que pour l'instant mes recherches portent plutôt sur des produits de grande consommation, des produits tangibles, tout simplement parce que je peux prendre une photo et les montrer, parce que je fais surtout des expérimentations en ligne ou en face à face. Avec les services, là nous sommes sur des produits intangibles et donc c'est plutôt une expérience de consommation. Donc on n'a pas des éléments de forme, de couleur, même si maintenant un service n'est jamais complètement intangible, il y a toujours un environnement. Des éléments tangibles dans le lieu, le personnel. Donc ce serait intéressant effectivement comme recherche. Il faudrait identifier quels éléments en fait. Est-ce que le personnel en contact, par exemple, pourrait communiquer un élément genré? Ça pourrait être les odeurs. Les odeurs sont genrées dans l'atmosphère d'un magasin. Donc c'est une piste de recherche, je vous remercie. J'ai plein d'idées là d'un coup. Ça rajoute du boulot. J'ai déjà 9 projets de recherche en parallèle, là vous me mettez un 10e. Ah oui, complètement, totalement. C'est très intéressant, mais je pense même aux services en aéroport, par exemple, dans les aéroports, en salle d'attente. On peut avoir... il y a beaucoup de choses à faire au niveau genré dans les services, oui. D'autres questions? Oui, à nouveau. Sur les services, j'ai l'impression que c'est quand même très lié à la profession. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut genrer des professions? Tu m'as dit qu'il ne fallait pas en parler de ça. non, mais on bascule sur l'application de la femme ou de l'homme sur des choses où on les voit. Une infirmière est mieux accueillie qu'un infirmier, enfin en tout cas par sa en contact, sa sensibilité, quand on voit un grand musclé qui arrive et une personne élégante, tout ça, on est déjà dans le genre, mais là j'ai vraiment basculé depuis que j'ai rencontré Sylvie, je vois tout genré maintenant. Bon alors la dernière question, je la risque, donc c'est une question pour Alexia aussi. Pour Monsieur Bonvalet aussi, et puis pour vous, bien sûr. Est-ce que TBS est genré? On a un logo rose. Corail. Selon la typo. Moi, je suis incapable de répondre à cette question. D'abord, c'est pas moi qui ai fait le logo, il était déjà fait quand je suis arrivé. Mais enfin, nous, on est dans la profession de service. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Donc, nous, on s'adresse effectivement à une population où le sexe au départ n'est pas vraiment un élément de recrutement, quoi. Donc, et on forme pour des métiers où effectivement, alors les métiers par contre sont genrés, ça c'est sûr. Les métiers sont genrés, mais là j'aurais tendance à dire on n'a pas d'action particulière. Voilà. Par contre, du coup, j'en profite, j'ai le micro, donc je vais poser une question. J'ai vu que monsieur avait levé la main, je lui passerai le micro après. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un croisement dans les études que tu as faites, Sylvie, sur la partie internationale? C'est-à-dire, est-ce que ce qui a été dit là, c'est vrai dans tous les pays du monde où on a effectivement une consommation entre guillemets moderne, ou est-ce qu'il y a des pays qui se singularisent parce que justement les genres sont assez différents et les référentiels ne sont pas les mêmes? Alors c'est une très bonne question. Il y a effectivement des éléments, par exemple, que j'ai avancés qui sont universels. Ce qui est les différences morphologiques, par exemple, on les retrouve dans toutes les sociétés, évidemment, et dans tous les pays. Je travaille avec des chercheurs à l'IAST, à TSE, qui sont en lien avec des chasseurs, qui travaillent avec des chasseurs-cueilleurs en Amazonie, et donc ils voient effectivement déjà la différence au niveau morphologique, on retrouve la même, mais également dans les modes de travail, avec la femme qui va cueillir et l'homme qui va chasser, et ils regardent également, ils commencent à avoir accès à la consommation. Ce sont des populations qui sont vraiment excentrées et qui commencent donc à avoir contact avec la civilisation. Et les premiers objets que les hommes essaient d'acquérir, ce sont des montres, des dents en or. On est déjà vraiment sur des produits genrés, en fait, qui vont communiquer le statut et le pouvoir. Ils sont au tout début, ils n'ont pas d'influence, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de contact avec la société, ils n'ont pas été influencés. Donc on a vraiment des moteurs de statut, de pouvoir, de recherche, voilà, qui ne sont pas les mêmes que ceux des femmes. Et les femmes, dès qu'elles ont accès à la société, elles vont se tresser les cheveux, travailler vraiment sur leur apparence physique.
Donc on a effectivement cette tendance de statut-pouvoir en tout cas, et de maternité-attractivité physique que l'on retrouve à peu près partout dans le monde. Après, il y a des sociétés matrimoniales, quelques-unes, où là, les rôles sont inversés, et c'est l'environnement qui va modifier. Donc, il y a quand même... voilà, les recherches sont encore en cours. Hein. Il n'y a rien d'écrit dans le marbre, mais il y a quand même des grosses tendances. Et après, donc, au niveau morphologique, de toute façon, ça, on ne peut pas le contester. Voilà. Moi j'ai une question, bon, ça rejoint un peu la question précédente justement sur les sociétés matriarcales, patriarcales et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous nous avez fait une présentation qui est une photographie aujourd'hui de ce qui se passe. On parle souvent de théorie du genre, on parle des fois même de tendance à l'androgynie. Aujourd'hui, quelque part, cette photographie, comment vous voyez-vous l'évolution dans un monde qui est un peu en perte de repères ou de nouveaux repères? Est-ce que ces repères ne pourraient pas évoluer à l'avenir? Alors, c'est une excellente question. Alors moi, comme vous l'avez bien compris, je ne suis pas du tout dans la théorie du genre, et je n'oppose absolument pas les deux. C'est-à-dire qu'on a la nature et la culture, et que les deux ne peuvent pas s'opposer. Les deux se nourrissent. La nature influence la culture va influencer la nature. C'est bien pour ça que les sociétés diffèrent à travers le monde en fonction de l'environnement. On va avoir une société patriarcale ou matriarcale, par exemple. Mais c'est l'environnement qui va influencer cela. Ensuite, en termes de repères, est-ce que cela va remettre en question le genre? Il faut voir que nos raisonnements, enfin le cerveau humain, c'est une sorte de paquebot. Il évolue. Enfin, je pense dans cet amphi, on croit tous en l'évolution, hein, et pas en la création par Dieu. Enfin, je m'avance, mais donc nous descendons du singe. Nous avons effectivement un cerveau qui met beaucoup de temps à évoluer. Ça prend des millions et des millions d'années. Et les changements qui ont lieu ces 50 dernières années, c'est peanuts par rapport à ce qui s'est passé depuis des millions, voire des milliards d'années. Et donc, bien sûr que notre culture va influencer notre comportement et adapter. La preuve, moi j'ai conscience maintenant d'un tas de biais cognitifs donc, que j'essaie de maîtriser. Mais il y a quand même des comportements, des modes de raisonnement irrationnels, intuitifs, qui vont continuer d'avoir lieu sans que je puisse en avoir conscience. Parce que mon cerveau continue de fonctionner comme il fonctionnait il y a 300, 400, 500, 1 million d'années. 500 000, hein, je voulais dire avant, et 1 million d'années. Par exemple, je prends juste un exemple. Aujourd'hui, on manque pas de nourriture. Le problème, c'est même la surconsommation. On essaie de faire des régimes, mais on continue d'avoir faim toutes les 2 heures. Parce que pendant des millions et des millions d'années, on a eu faim. Et ça, on a beau se dire, mais non, je n'ai pas besoin de manger, j'ai suffisamment de calories, je suis en surpoids, je n'ai pas besoin d'avoir faim. On ne peut pas maîtriser la faim. On va prendre des médicaments pour enlever cette faim. Mais c'est un petit peu la même chose. On a ces forces de survie, de reproduction qui nous gouvernent de manière inconsciente. Et c'est pour ça que quand les hormones piquent à l'adolescence, les jeunes filles vont essayer d'être jolies et les garçons d'être forts. Et malheureusement, on en a conscience, ou pas. Et voilà. Après, la théorie du genre, bien sûr, je ne réfute pas l'influence de l'environnement et de la culture. Nous sommes des êtres de culture. Et c'est bien ce que j'essaie d'expliquer à la fin, c'est si on peut essayer par la connaissance de ces biais cognitifs, on peut éviter des comportements à risque, par exemple. J'ai un enfant de 11 ans et je commence déjà à lui expliquer, tu sais, les garçons, ils fument, ils prennent des scooters, c'est pour faire bien auprès des filles, mais tu sais, il y en a qui aiment bien les geeks aussi, donc j'essaie de l'éloigner vers des comportements à risque qu'il pourrait prendre juste pour impressionner les filles. Voilà. Juste sur la notion de rose et bleu. En travaillant pour préparer la journée sur les codes genrés, j'ai appris quelque chose. C'est-à-dire que le Stade français, quand il a sorti son maillot rose, c'était une... Enfin bref, dans le milieu du rugby, je parle, hein, c'était vraiment extraordinaire. Et avant 1940, les codes coloriels pour l'homme étaient roses et pour la femme étaient bleus. Donc ce côté éphémère, le côté évolution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce qui va se passer devant. Et quand on regarde derrière, en fait, on voit que c'est vraiment évolutif et que le contexte change la donne. Juste
Pour le rose et le bleu, il y a des études qui sont contradictoires en fait. Certains disent que le rose, effectivement, et c'est vrai, le rose avait été utilisé également à une certaine période pour les garçons. En fait, ce que je disais dans la présentation, c'est plutôt des teintes qui sont claires, hein, des teintes pastel plutôt vers les filles, parce que les femmes ont un teint plus clair. Et il y a une autre hypothèse, qui n'est pas très jolie, mais bon, c'est l'image que je vous ai montrée, hein, c'est que le rose, ça peut être la protubérance de certains organes qui communiquent la fertilité chez les animaux, et qui sont roses. Donc le rose communiquerait la fertilité. Mais ça, c'est très débattu. Hein. Voilà. C'était le babouin tout à l'heure, si je voilà. me souviens. Ça me revient là. Mais c'est très débattu, d'accord. Mais on est plus sur des teintes. Alors, rose-bleu, du coup, effectivement, c'est très culturel. On le trouve dans certaines sociétés, ça n'existe absolument pas. On est plus sur du clair, pastel ou des couleurs noires foncées. Excusez-moi, une petite question sur la thématique initiale qui est le client irrationnel, en fait. J'ai eu du mal à comprendre s'il était irrationnel parce qu'il réagissait à des stimuli de communication genrée, ou est-ce que parce qu'il avait conscience que c'était genré, mais néanmoins, il réagissait quand même? Les deux. Ah, très bien. Les deux, c'est-à-dire c'est irrationnel dans le sens où on va continuer d'agir alors que ça paraît quand même irrationnel. On me dit que cette image est fausse, mais je continue de me comparer. Ou je sais que c'est plus cher, mais je vais quand même l'acheter. Ou voilà. C'est irrationnel pour cette raison-là. Et c'est également irrationnel pour la deuxième raison que vous avez évoquée, à savoir même si j'en suis conscient, je continue de le faire. Voilà. Donc vraiment... j'en ai pas conscience, je le fais, c'est irrationnel, et en plus, je le sais, on me le dit, mais je continue de le faire. Dans les deux cas, c'est irrationnel. Je peux ramener un peu de rationalité. 58% des actes d'achat se font par le prix. Donc je crois que c'est là où ça redevient rationnel. Mais même le prix est irrationnel. Et oui, on fait un cours sur le prix quand même en marketing, hein, Geneviève. Le prix est irrationnel. Hein, le 2,99 qui est perçu comme 2 alors que c'est 3, ou alors les chiffres ronds aussi qui font comme si c'était une bonne affaire. Quand on dit tout à 2 €, on se dit ah ben j'achète, et donc ma sensibilité au prix va diminuer parce qu'on me dit que tout est à 2 €. Alors il y a plein d'articles sur l'irrationalité du prix. Est-ce que le prix est genré? Alors oui. Il y a un article dans Journal of Consumer Research qui est sorti l'année dernière, et les prix ronds seraient plus féminins. Donc on sait pourquoi, puisque les formes rondes sont plus féminines. Donc oui, on a un article très, très sérieux qui explique que les chiffres impairs sont masculins et les chiffres pairs sont féminins. Journal of Consumer Research 2015. Une question en haut, monsieur. On peut vous faire... Ah, pardon. Non, allez-y. Bonjour. Moi, je suis Béatrice Labournaire. Je travaille dans une imprimerie. Je suis commerciale. Et donc, je vends aussi bien à des hommes qu'à des femmes. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez, quand je suis en face d'une personne pour la première fois, que ce soit un homme ou une femme, mon cerveau s'active, je ne sais pas comment, mais je sais très bien si je vais pouvoir faire affaire avec cette personne ou pas. Parce que, intuitivement, je sais très bien si la personne qui est en face de moi aime bien traiter avec un homme ou avec une femme. Et ensuite, c'est à moi de m'adapter et éventuellement de convaincre la personne qui a envie de traiter avec un homme de traiter avec moi. Mais c'est complètement irrationnel et je ne sais pas je crois pas que les personnes en aient elles-mêmes conscience. C'est intéressant, on a fait une étude, puisque je travaille également dans le cadre de TBS pour essayer d'aider les filles en fait, à mieux réussir et à faire des choix de carrière plus judicieux, à mieux négocier leur salaire, etc. En fait, on avait fait une présentation auprès des étudiantes, on a fait une petite étude, on leur avait demandé est-ce que vous préférez travailler avec des hommes ou avec des femmes ? Et elles étaient 75% à dire qu'elles préféraient travailler avec des hommes. Et elles préféraient recruter un homme plutôt qu'une femme. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une sorte de censure envers le même sexe. Et donc, voilà. Bon, c'est différent, mais ça va un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a probablement lié à la concurrence intrasexuelle. Exactement, pour ne pas avoir une concurrente, une rivale dans l'équipe. Après, il y a certains hommes qui préfèrent traiter avec des hommes et certains hommes qui préfèrent traiter avec des femmes. Et inversement, il y a des femmes qui préfèrent traiter avec d'autres femmes et certaines femmes qui préfèrent traiter avec des hommes. Mais c'est à moi de les faire changer d'avis aussi pour arriver à les convaincre, à convaincre ceux qui n'ont pas envie de traiter avec une femme de traiter avec moi. Oui, d'ailleurs, passez le micro à monsieur. Non, je plaisante.
Oui, moi, c'est beaucoup plus basique. Je suis un consommateur comme tout le monde. Qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on est toujours consommateur. Alors moi, je me pose la question, c'est ce que j'ai vu ici, en fait, vous êtes axé plus sur tout ce qui brille n'est pas or, en fait. Tout ce qui brille n'est pas or pour moi. C'est-à-dire que vous avez attiré les gens sur des couleurs. Je rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, quand il y a eu la publicité sur les colorants, tous les bonbons sont devenus blancs. Et les gosses n'achetaient plus de bonbons parce qu'ils étaient attirés par la couleur. Donc je pense qu'on a tendance un peu à puériliser les consommateurs en se basant sur le fait qu'il faut d'abord attirer. Il ne faut pas oublier quand même que si le marketing existe, c'est comme la communication, c'est parce que les entreprises ont besoin de ça pour vivre et pour faire du profit. Il ne faut pas le nier. Donc je me pose un peu les limites du marketing. Je pense que la recherche devrait plutôt se baser sur y a-t-il autre chose que le comportement dans l'attirance des produits? Je m'explique. Moi, quand j'étais jeune, je passais plus de temps, ma voiture passait plus de temps sur une voiture de remorquage que maintenant, puisque j'ai plus de moyens. Donc, qualité et prix peuvent changer en fonction de l'âge. Ils peuvent changer en fonction de la satisfaction. Il y a des gens qui achètent des voitures étrangères, des 4x4, au lieu d'acheter une Dacia, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre de produits. Et puis, les cibles, je pense qu'elles ont changé. Moi, j'ai des petites filles, la seule chose que je dois acheter pour Noël, c'est la Reine des Neiges. C'est pas ni ma femme, ni moi. On est obligé d'acheter la Reine des Neiges parce que la petite, quand je lui ai demandé de faire une lettre au Père Noël, eh bien, il n'y a que de ça. Alors, je vais tomber sur des pseudo-intellectuels qui vont dire il va falloir cloisonner les gens, leur expliquer qu'il n'y a pas que ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est plus facile à acheter la Reine des Neiges qu'à acheter un bouquin expliquant la philosophie du marketing, quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, je peux vous dire aussi que je suis aussi perméable à tout ça. Je suis perméable, c'est vrai. Quand on regarde la télé des sports, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Je suis perméable. Et je terminerai par juste une question. Actuellement, il y a une publicité sur le HIV. Hein, la publicité sur le sida. D'accord, tout le monde a... Pour le HIV. Ouais, HIV. Tout le monde a été outré en fonction de leurs origines, leurs croyances. Et puis, cette publicité a été changée, vous savez par quoi? Par une publicité d'Obad. C'est-à-dire on monte un slip de femme avec les fesses, quoi, en fait. Hein. Et personne n'en parle de cet outrage, quoi. Donc c'est pour ça que je me pose la question, jusqu'où peut aller le marketing? Est-ce que ça peut aller dans la sclérose des gens ou pas? Alors oui, c'est une bonne question. C'est bien pour ça d'ailleurs que je travaille sur le marketing éthique et le marketing responsable. De mon point de vue, le marketing ne crée pas des besoins et a une limite dans l'influence qu'il a quand même sur le consommateur. Je pense que c'est plus un miroir grossissant des besoins des consommateurs et des reflets de leurs besoins, de leurs désirs et de leur personnalité. Le problème, c'est que ce miroir grossissant, il peut parfois être déformant. Et donc mettre en avant des stéréotypes et rentrer et mettre les gens dans des cases, finalement, dans lesquelles ils peuvent être un jour, mais ils ne le seront pas demain. Et puis, on est changeant, on est fluctuant, on n'est pas forcément femme ou homme, on peut être un peu les deux, ou certains jours, on va être une femme, et puis d'autres, on ne sera plus un homme. Donc, vraiment, je pense que c'est bien le problème du marketing. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des organismes de régulation aussi. C'est qu'il faut le contrôler pour éviter que ce miroir grossissant devienne trop déformant. Et ce sera la dernière question. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté à cette matinale. On peut applaudir nos experts et les remercier d'avoir joué le jeu. Et j'invite à présent Denis Lacoste à me rejoindre pour le mot de la fin. Donc, je voudrais juste d'abord adresser quelques remerciements. D'abord, vous remercier à tous de vous être déplacés ce matin pour cette matinale, qui était peut-être un comportement irrationnel, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure. Remercier les équipes qui ont permis d'organiser cet événement, donc les équipes du service recherche et de la communication de l'école, et vous donner peut-être rapidement les thèmes des prochaines matinales qui auront lieu en 2017. Donc nous en aurons une première qui va traiter des questions de la protection des données des consommateurs sur Internet. Donc il y a Grégory Vos qui est là, qui animera
cette matinale. Nous en aurons une autre qui aura lieu vraisemblablement sur notre campus de Paris, comme ça peut-être vous pourrez le découvrir, qui aura pour thème le speed trading et pas le speed dating, pour faire référence à la conférence d'aujourd'hui. Et une troisième matinale donc, qui sera dédiée aux questions du spatial dans le cadre de notre cher Sirius, donc qui portera sur les questions de l'innovation dans le domaine du spatial. Donc c'est les trois matinales qui sont pour l'instant programmées pour 2017, mais il y en aura sans doute encore d'autres. Donc vous êtes les bienvenus pour ces futurs événements et bonne journée à tous.